Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler des forces occultes concernant le bas astral et les malédictions de sorcières. Je vais m'expliquer. Alors, dans ma famille, on est très croyants. Moi, je ne suis pas dans la religion musulmane. Et dans notre pays particulièrement, notre mère nous a inculqué le fait que l'ésotérisme était considéré comme de la magie noire et donc qui entravait notamment ses croyances et la religion. C'est-à-dire que lorsqu'on utilisait cette magie, comme on est croyant, on part du principe que c'est un signe de mauvais augure et donc que ces personnes qui utiliseraient leur pouvoir pouvaient porter atteinte à la famille et briseraient même des cycles de génération en génération. Et c'est pour ça que ma mère est ultra parano sur ça. Je dis parano parce que pour moi, ce ne sont pas mes convictions et mes valeurs. Je crois pertinemment qu'il y a la magie blanche et la magie noire. Donc la magie blanche, c'est fait pour porter service à l'humanité, donc pour le bien. Et la magie noire, c'est utilisé par des personnes pour essayer d'avoir l'ascendant sur d'autres. Généralement, ça parle plus de conflits autour de famille. Et donc, elle m'a fait une description un peu exhaustive de ce type de personnes qui étaient majoritairement des femmes. Pourquoi des femmes? Parce que là-bas, les hommes avaient l'ascendance qui faisait que leur seule capacité à elles, outre le fait de ne pas diriger, de commander, c'est d'utiliser un subterfuge qui est l'invisible. Et généralement, on va pas se le cacher, les hommes ne sont pas du tout dans la spiritualité et ne font pas preuve de légèreté, ce qui fait que les femmes sur ce pan-là, elles ont beaucoup plus d'attraction et donc elles peuvent, à leur escient, utiliser cette magie contre les hommes et aussi contre les femmes, contre leurs rivales. Dans la plupart des cas, ce sont des personnes âgées, des vieilles femmes qui sont dans la solitude et donc qui ont une vie généralement basée sur la souffrance, sur les commérages. Ce sont des personnes extrêmement misandres et extrêmement méprisantes. Je parle du terme de méprisante car ce ne sont pas des femmes à côtoyer évidemment, ce sont des âmes, je dirais, errantes qui ont choisi une incarnation assez funeste, assez sombre. Et donc c'est pour ça que j'ai à la fois cette compassion et ce discernement de me dire: «Ces personnes ont choisi d'incarner le mal, donc je ne vais pas pour autant prendre leur parti». Et donc par rapport à cette influence de la magie sombre, ma mère m'avait raconté que j'étais probablement sous l'influence, voire possédé par des entités parce que quand j'étais petit, j'avais une personnalité qui n'avait rien à voir avec la personne que je suis et elle avait eu aussi une prémonition, vous savez, quand vous avez cette intuition qui vous dévore et qui vous dit non, non, c'est pas le bon chemin à prendre. Et donc, je me rappelle quand j'avais 3 ans, j'étais parti en Algérie avec mon père. Et ma mère ne voulait pas que j'y parte parce qu'elle sentait quelque chose qui allait mal se passer. Et lorsque je suis revenu, je ne parlais pas, je devenais mutique, muet. J'arrivais pas à parler, à avoir un semblant de communication. J'avais le regard aussi très fuyant, très évitant. Donc, littéralement, j'étais une personne qui n'avait rien à voir avec la version lorsqu'elle m'avait quitté. Je passais d'un garçon très jovial, avec beaucoup de dynamisme, à une personne lente, passive, et dans le raisonnement d'une mère surtout croyante, pratiquante, et qui a eu aussi malheureusement des expériences de vie passée, donc dans son enfance, autour de femmes extrêmement mal placées, médisantes, avec une once de déshumanisation. Elle est partie du principe qu'il fallait un peu m'exorciser. Alors, je suis pas du tout choqué de ce mot parce que l'exorcisme, mon père aussi me l'avait raconté. Donc, c'était un prêtre qui le ramenait dans un séminaire. Et donc, lui faisait partie d'un des disciples de ce maître qui pratiquait du taekwondo, de nombreux sports. Et cette personne, ce vieil homme, un jour, il parlait une autre langue qui ressemblait à du mongol ou à du mandarin, sauf qu'il n'en avait jamais parlé, mais dans sa vie entière, ce qui faisait que mon père et les autres disciples étaient un peu décontenancés et ils ont dû l'attacher à un lit pour appeler un exorciste afin de libérer des démons intérieurs. Alors, je crois aux esprits, mais je pense qu'il y a aussi une partie psychologique qui n'est pas du tout développée, surtout en Algérie, puisque généralement les croyances sont supérieures à une donnée plutôt analytique.
Donc ça, je peux le critiquer, mais en outre, je pense que ce témoignage est vrai, qu'il y a une part d'authenticité derrière. Et donc cette personne, une fois libérée, elle s'est remise à parler berbère, qui est la langue d'origine en Algérie. Et surtout dans les villages, que ça soit Azazga, Tizouine, c'était l'instant story time. Donc mon père et ma mère croient personnellement et sont convaincus que la magie noire existe. Et vous savez que lorsque la loi d'attraction existe, tout ce que l'on croit, généralement, ça nous renvoie à notre propre réalité. Donc, c'est-à-dire qu'on a à la fois ce don, cette maîtrise, qu'on est conscient, lucide de ce qui se passe, mais en même temps, il y a ce fardeau qui fait que peut-être qu'il y a une lignée transgénérationnelle, que ça soit vis-à-vis de mon père ou vis-à-vis de ma mère, hein, qui a eu déjà l'expérience de magie noire ou qui a fait de la magie noire. Et c'est pour ça que ce contenant-là est devenu extrêmement pudique et donc c'est considéré comme un péché de le faire, hein, puisque par essence, il y a eu des mémoires qui ont été négatives de souffrance, de traumatisme, d'abus, d'inceste aussi. Tout ce qui a trait à l'addiction sexuelle, ça peut aussi avoir un lien avec la magie noire parce que généralement et malheureusement, de nombreuses filles ont été violées, ont été utilisées pour les hommes. Donc il y a une certaine revanche dans les lignées des femmes et la sorcellerie fait partie de ces mécanismes de défense qui leur permettent d'avoir un minimum de pouvoir et d'incidence sur la vie des hommes et aussi sur la vie de leurs rivales, donc d'autres femmes qui ont été mariées. Et c'est pour ça que ces femmes sont seules et vivent extrêmement veuves. Je dirais qu'aussi le contre-maître de cette magie-là, c'est qu'elles gagnent, mais elles perdent aussi. Elles peuvent perdre leur mari, leurs enfants, et donc c'est comme si elle faisait un contrat avec les forces occultes. Donc elle leur dit: «Je veux le bonheur, mais je sais que derrière, il y aura quelque chose qui se passera mal pour moi, que ça soit dans cette vie ou que ça soit dans d'autres vies». Donc généralement, ce contrat-là se poursuit pour son âme dans des autres incarnations qui vont venir. Donc soit elle sera en position de victime, soit de bourreau ou soit de sauveuse aussi, parce que généralement on peut essayer de lier les 2. Et donc l'expérience va faire qu'elle va être dans tous ces recoins-là de son esprit, de son être, et qu'elle va pouvoir à la fois avoir cette position de la vie est injuste, mais en même temps c'est moi qui l'ai semé, c'est moi qui l'ai créé. Maintenant, avec mon diagnostic, ma mère a pris suffisamment de recul pour se dire que ce n'était pas entièrement de la possession. Alors moi, je ne crois pas personnellement. Je peux partir du principe qu'on peut être infecté d'entités, mais pas d'être possédé. Si on est possédé, c'est que je pense qu'on ne ferait pas cette vidéo, qu'on ne serait même pas du tout conscient d'avoir ces esprits en nous, parce que par essence, la lucidité n'existerait pas. Néanmoins, comme j'ai eu mes diagnostics de troubles, ça peut justifier ce type de comportement. Et je pense, ce qui justifie majoritairement ce changement radical de ma personnalité, c'est le fait que j'ai été séparé de ma mère et que j'avais une relation très fusionnelle avec elle. Donc peut-être que je ne comprenais pas pourquoi j'allais dans un autre pays, que je quittais mon foyer, mes racines, et je suis quelqu'un qui n'a pas du tout envie de changer, que ça soit d'environnement, de contexte. Et donc, quand j'ai été là-bas, peut-être que quand j'ai rencontré sa famille également, que ce soit ses frères et ses sœurs, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fous là-bas?» Je ne comprenais pas pourquoi j'ai été. Et peut-être, le sentiment aussi de différence, de confusion fait que je me suis renfermé sur moi-même et quand je suis revenu, j'avais l'impression de perdre une partie de moi, comme si celle-ci était, évaporée dans des nuages de poussière et de fumée, qu'on n'arriverait plus à déceler. Donc c'était cette impression fugace et ça pourrait expliquer aussi mon mutisme. Peut-être aussi que je me suis suradapté lors de mon enfance et que quand je suis revenu, j'ai perdu à peu près ces codes de communication, ces codes aussi, à la fois pour, dire bonjour, dire au revoir, exprimer ses émotions, un minimum de reconnaissance envers son père et sa mère. Donc pour moi, mes figures d'attachement, étaient véritablement devenues les figures étrangères parce que déjà mon père m'avait trahi puisqu'il m'avait ramené là-bas et je n'en avais pas demandé l'autorisation. Alors je sais que pour un enfant, le principe de consentement généralement, n'est pas du tout reconnu comme tel, hein, puisqu'un enfant n'a pas, à prendre de décision, hein, tel qu'il soit. Et la mère n'a pas eu son mot à dire, donc pour moi, c'était, des parents qui ne me respectaient pas et donc qui ne prenaient pas en compte mes besoins fondamentaux de rester dans un cadre très
très droit et pas du tout dans un pays, que je ne maîtrise pas. Littéralement parce que, pour moi, c'était comme si je devais aller sur une autre planète avec, des gens assez barbares, hein, je vais pas vous le cacher. J'ai eu d'ailleurs une expérience très traumatisante lors de la fête de l'Aïd quand j'étais là-bas. Mon père m'avait raconté que, j'avais vu un mouton qui se faisait égorger, donc c'est pour vous dire, le traumatisme et moi qui suis très à cheval autour de la souffrance des animaux, je pense que ça m'a laissé des séquelles et c'est pour ça que voir les cadavres, ne serait-ce que des pigeons ou des rats, ça me dégoûte, je ne peux pas les voir parce que c'est comme si je voyais ma propre âme et j'aime beaucoup cette citation, autour des animaux, c'est que ça nous renvoie à notre propre reflet. Quand je vois un animal, je me vois moi parce que je vois toutes mes blessures, je vois aussi mes parties lumineuses, mes parties spirituelles. Donc c'est un communicant, qui est extrêmement éthéré et très spirituel et c'est pour ça que j'adore les animaux d'ailleurs. Mais revenons aux forces occultes et à la sorcellerie. Je suis intimement convaincu, qu'autour de mes vies précédentes et même, des vies transgénérationnelles autour de ma mère et de mon père, ils ont eu, des expériences très similaires, je dirais, à des vies de sorcellerie où ils ont été des mages blancs ou des mages noirs. Ce qui fait que la religion, comme, c'est une limite en soi, je ne vais pas vous le cacher, comme la culture, comme, par exemple, le catholicisme, les religions musulmanes, tout ça va faire que ça va nous limiter sur, nos croyances et nos aboutissants. Donc, si on a, par exemple, un don médiumnique, mais qu'on est dans une communauté religieuse, qui nous dit que ça, c'est mal et que sinon on ira en enfer, forcément, on va pas l'utiliser et même on va avoir un blocage au niveau spirituel, donc on va se refuser de l'avoir. Et peut-être qu'il y a un de nous 4 dans notre famille, puisqu'il y a aussi mon petit frère, qui a ce don-là, mais qui va se refuser à l'exploiter parce que c'est considéré comme déjà étrange, bizarre. Ce n'est pas du tout salutaire envers la religion et donc il y a un champ discriminatoire qui va s'opérer. Mon intuition me dit que c'est ma mère qui pourrait l'avoir parce que c'est quelqu'un d'extrêmement proche avec la nature, avec les animaux, malgré le fait qu'elle mange de la viande. Donc là-dessus, j'ai pas de débat à te faire, encore une fois, c'est libre à chacun d'avoir sa conscience vis-à-vis des animaux et de ce qui l'environne. Mais il y a certaines similitudes et certains traits que je peux voir et qui me dépassent. Et là, je me dis peut-être que c'est le cas pour elle. Elle pourrait être une sorcière ou avoir fait de la magie noire ou de la magie blanche dans ses vies antérieures, elle pourrait les réutiliser. Parce que vous savez que les dons de nos vies précédentes, on peut les avoir, évidemment avec notre consentement et si on veut l'exploiter dans cette vie. Mais si on a ces schémas de blocage, on peut même passer toute sa vie à médiser, ces magies noires, ces magies blanches, alors qu'on est peut-être cette personne qui pourrait l'utiliser. Donc il y a un pan de souffrance qui fait que c'est quasiment impossible à le déceler, surtout si on est dans une religion quelconque. Parce que la religion et l'ésotérisme, généralement, ça s'oppose, mais totalement, sur ces visions-là. C'est pareil pour les planches de Ouija, alors je vous déconseille de le faire, parce que quand on le fait, on ne parle pas avec des énergies lumineuses. Les énergies lumineuses, elles n'ont aucun intérêt à vous communiquer leurs expériences à elles. Par contre, les énergies sombres, elles feront un plaisir de vous faire peur et de vous menacer aussi. Et lorsque vous ouvrez cette brèche, ne serait-ce que même par curiosité, je vous garantis que dans votre vie, il se passera des, des vertes et des pas mûres. En l'observant, ma mère, c'est une femme qui aime beaucoup les calculs, les chiffres, tout ce qui est envisageable proportionnellement à une certaine éthique de la rationalité. Mais je dirais, et je pense que vous le savez d'une certaine manière, la numérologie, c'est la science des chiffres. C'est un domaine à la fois très cartésien, mais aussi très spirituel, puisque ça peut prédire une certaine combinaison, que ça soit au niveau des facteurs extérieurs et intérieurs qui nous environnent, et ça peut nous donner des indices sur notre mission de vie, sur notre personnalité, mais aussi sur nos mémoires karmiques antérieures. Donc, ma mère a une prédisposition à aller dans ces pratiques-là qui sont la numérologie, qui sont assez spirituelles, mais pas non plus très perché, parce que ma mère reste quand même une personne de droiture qui est dans la matière, qui est d'ailleurs du signe astrologique Taureau, donc c'est une énergie de terre, une énergie, très dans le concret. Donc il y a quelque chose de très concret qui émane d'elle
Et c'est pour ça que c'est une personne qui n'ira jamais dans la spiritualité parce que pour elle, ça fait partie d'une déviance et d'une secte. Le mot secte est très caractéristique généralement des personnes qui ne font pas confiance en la magie blanche et la magie noire, en l'ésotérisme, en des pratiques qui sortent un peu du cadre ordinaire de la religion parce que en soi, l'ésotérisme, on ne peut pas le classer dans le judéo-chrétien, le catholicisme, la chrétienté. Tout ça n'est pas du tout une représentation saine pour ces personnes-là. C'est une diabolisation, un manque aussi de foi, alors que la foi, on peut l'avoir sans croire en Dieu. Et là aussi, tout est le paradoxe. Je vous parlerai aussi de ma relation à Dieu qui est très très instable. Je ne vais pas vous le cacher. D'autres indices sur le fait qu'elle puisse être une sorcière, alors n'ayez aucun jugement négatif, parce que pour moi, sorcière, malheureusement, dans l'imaginaire collectif, c'est une femme méchante, qui prêche le malheur des gens, qui porte le mauvais œil. Alors, cette notion de mauvais œil, ma mère, elle y croit dur comme fer. Je me rappelle que lorsqu'elle était en train de dormir avec mon père, elle avait découvert des cheveux, mais des cheveux qui ont été noués avec un fil. Et pour elle, ça porte hyper malheur. Donc lorsqu'elle l'a vu, elle a crié, elle nous a dit que c'était nous qui l'avons fait. Et peut-être aussi que c'était mon père qui l'avait mis là, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être pour la faire rire ou pour la faire peur, peu importe. Mais c'est une femme extrêmement sérieuse vis-à-vis de ces questions-là. Comme le fait par exemple d'ouvrir aussi son parapluie chez nous, ça aussi ça porte malheur. C'est un signe de non-abondance. Et c'est pareil pour les échelles, surtout lorsque des personnes font des travaux, ne serait-ce que dehors, par exemple. Ma mère, elle se refuse de passer sous les échelles parce que, évidemment, ça porte encore malheur. C'est pareil pour mon père, qui lui reste très sceptique vis-à-vis de ses émotions et de ce qui en découle de son monde intérieur. Alors lui, c'est quelque chose de très compliqué parce que je pense qu'il est atteint sévèrement de dépression, mais d'une dépression masquée par le sourire, masquée par l'enthousiasme, le yang, l'énergie du fer. Il est très dans la matière, il est très aussi dans la suractivité, ce qui va faire qu'il va avoir très peu de place dans les domaines qui lui font littéralement peur, c'est-à-dire l'énergie yin que je suis. C'est pour ça que je n'arrive pas à m'entendre avec lui, c'est qu'on a des énergies mais contraires. Alors je peux être dans le fer, mais ça va concerner des domaines de prédilection pour moi qui me concernent et qui font que je vais avoir une certaine utilité à le faire. Si j'ai pas d'utilité, je n'en vois pas l'intérêt, tout simplement. Et donc pour lui, le fait de rester dans un canapé pendant 5 minutes à rien faire, c'est quelque chose d'impossible. Alors pour moi aussi, ça l'est. Mais je suis plus la personne qui peut ne rien faire et ne pas sortir de chez elle pendant 5-6 mois. J'abuse un peu du bail, mais c'est pour vous donner une image, alors que mon père, mais pas du tout. S'il pouvait travailler, mais même à sa retraite, il le ferait, parce que la notion de déplacement est extrêmement importante pour lui. Il a besoin de, de s'engourdir peut-être pour calmer ce qui lui ronge de l'intérieur, et je sais qu'il a eu de nombreux traumatismes, notamment la perte d'un petit frère qui n'a pas survécu pendant sa naissance, et aussi des conflits familiaux. Donc l'impact transgénérationnel est tel qu'il va même intérioriser ces parties d'ombre comme des entités qui le possèdent. Donc lorsqu'il fait des crises par rapport à mon petit frère, quand il refuse de lui prêter le téléphone, parce que c'est le sien déjà, et qu'il est accro aux jeux vidéo, donc mon petit frère, dans ces moments-là, c'est quelqu'un de très impulsif qui peut même le battre physiquement, mon père. Et donc là, ils en viennent aux mains, et lorsqu'il essaye de se calmer, je pense qu'il fait une crise d'anxiété, parce qu'il n'arrive pas à se réguler émotionnellement. Et son gros problème à lui, c'est le fait de dévoiler sa vulnérabilité, encore une fois, parce qu'il ne veut pas nous alourdir de ses énergies négatives. Lorsqu'il essaye de se calmer, il n'arrive pas à se maîtriser, et donc il nous sort l'argument de si je me contrôle pas, je vais faire sortir un démon, et c'est considéré comme haram. Haram, ça veut dire c'est un péché. Donc c'est une énergie sombre qui n'a pas besoin d'être dévoilée, mais s'il le contient en lui, s'il l'intériorise trop, au bout d'un moment ça éclate et c'est encore pire.
Donc je ne serais pas surpris que, mon père en vienne aux mains ou qu'il fasse, une connerie, mais gigantesque parce qu'il a pas eu cette maturité émotionnelle pour la traiter déjà dès l'enfance, dès l'adolescence, parce que généralement lui, c'est quelqu'un qui garde les choses mais très, très longtemps. Donc à sa place, je vais vous le dire avec honnêteté, ça fait longtemps que je ne serai plus de ce monde si j'aurais le système de mon père. De toute façon, c'est impossible, je ne pourrais jamais vivre dans son corps à lui, dans sa manière de fonctionner parce que ça n'a rien à voir avec la mienne. Moi, je suis quelqu'un qui dévoile mais extrêmement très vite mes émotions, que ça soit la colère et d'ailleurs on peut me le reprocher en me disant, «Oui, je suis un peu borderline sur les bords, très lunatique, très instable émotionnellement». Mais, si je libère pas mes émotions, elles vont être gardées en moi et c'est encore pire parce que l'anesthésie émotionnelle qui en découle, ça va pas être beau à voir lorsque je vais, malheureusement, comme, la goutte d'eau qui déborde du vase va exploser, là, fuyez, mais fuyez vraiment. Souvent, il confond la possession, le fait qu'il se considère comme un monstre lorsqu'il est dans cet apanage émotionnel et ça me rend triste parce que je me dis: «Mais non, il s'agit plus du domaine psychologique que d'un domaine surnaturel». En quoi, dire, ce qui ne va pas bien en nous est considéré comme un péché? Je ne comprends pas ce raisonnement-là, mais peut-être qu'il se considère comme une personne qui ne peut pas se contrôler à certaines circonstances parce que ça ferait, que, certains d'entre nous pourraient subir les conséquences de son mal-être et là, je peux avoir, raison sur, ce qu'il dit parce que ça peut être hyper dangereux s'il n'est pas pris en charge et d'ailleurs, régulièrement, il voit un psychologue, en relation de couple parce que ça va pas très bien avec ma mère, hein. Donc il essaye, quand même de travailler sur lui-même, même si en fond, je sais pertinemment qu'il est dans le déni, qu'il accepte pas du tout, ces zones d'ombre et d'ailleurs, je suis même pas, sûr et ça me surprendrait même pas du tout, qu'il n'en prenne même pas conscience, mais jusqu'à la fin de sa vie parce qu'il a vécu dans un filtre de: «Tout va bien, je dois assurer la famille, par le travail, par ces choses-là» et heu, si vous rajoutez les forces occultes avec, l'ésotérisme, mais pour lui, ce n'est pas qu'il n'y croit pas, mais c'est qu'il a tellement eu de charges très concrètes que spirituellement parlant, dans le domaine de l'invisible, il n'y croit peut-être pas, mais en tout cas, il ne veut pas y croire. Même si foncièrement, je pense qu'il a cette foi-là. D'où la religion, d'où le fait qu'il fasse des prières, qu'il ait, toujours, cet optimisme de l'ailleurs, «Oui, j'irai au paradis». L'enfer, il croit aussi d'ailleurs. Donc, mes parents ont une vision très duelle, hein, de Dieu, de la vie et ils ont ce mécanisme de penser humainement parlant, mais pas spirituellement. Donc ça fait qu'ils ont pas mal de blocages par rapport, à l'ésotérisme, au mauvais œil. Ce sont des gens souvent influençables par rapport au ragot que peuvent dire sa famille. D'ailleurs ma mère, je pense que c'est une des personnes, le la plus touchée par ça parce qu'elle a vécu beaucoup de blessures d'abandon de la part de sa mère. Elle a été adoptée par, mon oncle qui est devenu son grand-père. D'ailleurs je l'appelle aussi, un cher, membre de ma famille, la plus proche, avec qui j'ai le plus de confiance parce que, il lui a sauvé la vie, sinon elle vivrait, dans un climat, incestueux et je pense qu'aussi c'est une femme, qui a vécu, a des blessures, tout comme ma grand-mère, alors ma vraie grand-mère maternelle, pas ma grand-mère, qui est ma tante parce que, techniquement j'en ai 3, mais cette grand-mère-là, je la déteste. Enfin, je n'ai aucune animosité envers elle, mais d'après les discours qu'on m'en a fait sur elle, ce n'était pas une personne très fréquentable et elle a peut-être eu les conséquences de tout ce transgénérationnel de malédiction. Alors moi, je peux l'appeler une malédiction de famille parce que les problèmes n'ont pas été réglés, ils ont été empirés par, les incarnations et les incarnations qui se sont succédées et donc je pense qu'il y a un relais karmique à faire. Je parle de relais parce que je pense que peut-être dans ma génération ou dans les générations précédentes, si mon petit frère décide de faire des enfants, il y aura un des 2, s'il fait, par exemple une fille, un garçon, j'espère en tout cas, ça me ferait bizarre, que mon frère, fasse une fille parce que, ça pourrait être une énergie yin, donc très dans l'ésotérisme, dans l'invisible,
peut-être que c'est cette femme finalement qui libérera toutes ces lignées de croyances erronées autour de la magie noire, de la magie blanche, parce que finalement, lorsque l'on y croit, on se fait entraîner dans le marasme, dans cette boue décisionnelle. Donc oui, on décide des malheurs qu'on porte, mais aussi on peut y remédier. Et moi, je pense que j'ai une vision radicalement différente de celle de mes parents, même de toute ma famille vivant en Algérie, parce que quand on parle de sorcières, c'est extrêmement tabou et limite on essaye un peu de le mettre, mais très, très, très loin dans notre environnement parce que sinon ça nous bouffe de l'intérieur. Moi, pas du tout. Je suis méfiant vis-à-vis de ces personnes. Je sais qu'elles peuvent avoir des influences négatives sur toute une vie, qu'elles peuvent mener, au décès d'un proche qui nous est cher, mais pour autant, je pense qu'on a un libre arbitre et qu'il s'agit de notre volonté. Donc je dirais, j'y crois. Je ne vais pas accorder de la valeur et de l'importance vis-à-vis de ces influences négatives qui en soi ne conditionnent absolument pas ma vie, mais peuvent m'influencer sur ma manière d'agir au niveau de mes comportements. Par exemple, je sais que je peux détecter facilement ces personnes avec de la magie noire. La magie blanche, ça reste plus subtil parce que c'est plus léger, plus désincarné, mais la magie noire, très ancrée dans la matière parce que généralement, on fait appel à des sévices, à des forces occultes, et les forces occultes, elles prennent forme, elles s'enracinent dans la matière pour exister, pour avoir un semblant d'existence. Et donc hier, par exemple, quand j'étais partie au magasin avec mes parents, comme absolument tous les jours, si ce n'est, là peut-être ça fait une semaine, je suis pas sortie d'ailleurs. Il faudrait que je fasse régulièrement des sorties, que ça soit dans des musées. Dans tous les cas, je dis ça, mais je ne le ferai jamais parce que je suis quelqu'un, qui aime beaucoup anticiper les choses et s'il y a un événement, ne serait-ce qui colle pas avec, ma vision des choses, ça va très mal se passer pour moi, je vais être, hyper anxieux. Mis à part, ce petit point-là, que je voulais vous mettre en exergue, cette femme, immédiatement, j'ai saisi le fait qu'elle était potentiellement dangereuse et là, vous me direz, c'est une affaire d'intuition. Parce que, une intuition peut être bonne ou peut être totalement faussée, par rapport à notre mental et qui peut, décider de voiler une certaine réalité. Mais généralement, mon intuition à moi ne me fait pas faux bon. Je me trompe un peu au niveau des syllabes. Mais cette intuition m'a permis déjà de reculer et je sentais vibratoirement que son énergie était écrasante, que c'était une femme avec les cheveux longs, elle avait peut-être 40 ans, 50 ans, comme l'âge de ma mère d'ailleurs. Et ma mère par contre et mon père n'avaient rien senti, ils étaient occupés à acheter des tomates, à avoir les bons produits. Mon petit frère aussi. Mon petit frère, il est pas du tout connecté, à la spiritualité. C'est quelqu'un de très, très ancré, il aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, donc peut-être que lui, il a une facilité à entrer en communication avec des énergies technologiques. C'est une hypothèse que je fais. D'ailleurs, mon frère a une projection de toute cet imaginaire, cette fluorescence au niveau des vies futures, hein. Donc de ce que moi j'aspirais comme étant un futur idyllique, qui en réalité avec pas mal de recul, je me dis non, c'est juste un cauchemar. Des voitures volantes, des gadgets à outrance, des immeubles qui sont dénués de couleurs, d'énergie vitale, tout ça, ça ne me correspond plus. Mais avant, j'avais cette vision un peu naïve d'un enfant très dans la lune, donc il croyait intimement que le futur c'était sans nature, sans animaux et que seul l'humain pouvait habiter dans cette planète. Donc je redoutais un peu cette vision de moi étant enfant, mais j'ai pas mal changé sur ces choses-là et maintenant un futur c'est un écosystème très respectueux, où les humains n'entravent pas la nature, n'entravent pas les animaux, et où les forces invisibles sont là pour faire évoluer la société et pour nous faire ascensionner aussi en 5D et ne pas rester dans cette matière de 3D, même si évidemment la 3D restera toujours le centre principal de nos vies parce qu'on est dans une énergie de 3D, on le restera. C'est plus une question de vision, une question aussi de dépassement. Quand on accède à la 5D, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs plans autour de nous et qu'on peut choisir. Et lorsqu'on est dans cette énergie de 5D, alors je vous parle de 5D parce que ça fait le lien avec ces énergies sombres et ces mémoires karmiques qui peuvent résulter de vies antérieures de sorcières, mais je parle pas particulièrement de magie noire, pas de magie blanche, parce que je sais que moi, dans mes vies antérieures, j'ai
eu des vies où j'ai été une personne spirituellement élevée, qui avait cette conscience, de l'après-vie. Donc je n'avais pas peur de la mort. Généralement, j'étais des femmes parce que les femmes ont plus d'appétence par rapport à l'intuition, par rapport à la spiritualité et malheureusement, j'ai été nombre fois, mise à découvert et tuée, mise sur le bûcher, mais la plupart des morts, dont moi j'ai fait l'expérience, c'était la noyade. C'est pour ça que j'ai des phobies de l'eau, des phobies aussi de la profondeur parce que, ça, me fait entrer dans un espace-temps, qui, n'est pas du tout, très jovial à expérimenter. Lorsqu'on est dans la 5D, ce que je m'apprêtais à vous dire, c'est qu'on a suffisamment de recul et suffisamment de discernement pour nous dire que la magie noire, c'est une vibration très terrestre. Pour vous imager, la magie noire, c'est le bas. La magie blanche, c'est le haut. Et donc le haut domine dans tous les cas le bas. Mais si on laisse notre vibration mener vers le bas, bien sûr qu'on va subir les conséquences de cette manifestation négative que peuvent engendrer des personnes qui sont néfastes et qui nous veulent du mal, qui veulent nous nuire sur toute notre vie. Et donc, si on monte vers la 5D, si on est suffisamment lucide, je parle même pas de notion de bonheur, d'amour et de paix, parce qu'il ne faut pas non plus contrôler nos émotions, parce que sinon il y a un décalage entre ce que nous pensons et ce que nous sommes. Il faut être dans une ligne raisonnable. Donc même si ne serait-ce qu'on dépasse un tout petit peu cette ligne basse, qui est le bas astral, les énergies sombres, on pourrait y être. On n'a pas besoin d'être spirituel, on n'a pas besoin de reconfigurer toutes nos croyances autour de la sorcellerie, ça peut y rester dans toute notre vie. On peut haïr profondément la magie noire, mais pour autant être élevé, ou au contraire, on peut être curieux, et donc là, je pense qu'on va être pris dans les mailles du filet. C'est comme si vous demandez explicitement, enfin implicitement même, à votre âme de pouvoir expérimenter ce que c'est l'abus émotionnel, parce que généralement, cet abus va être fait pendant l'enfance, pendant aussi des rencontres, qui peuvent vous mener à l'autodestruction. Alors ce sont des rencontres négatives, je les appelle des âmes sœurs ennemies, des âmes sœurs sombres. Les âmes sœurs sombres, ce sont typiquement ce type de personnes qui pourraient faire partie des sorcières ou des sorciers, donc des forces occultes qui sont créées par l'ombre, l'obscurité, en tout cas qui choisissent d'être au service de l'ombre parce qu'ils ont soit une dette à régler, soit un karma qu'ils ont eux-mêmes choisi d'expérimenter, ou même, et là je ne veux pas du tout mettre à mal votre conception du bien et du mal, mais ces personnes qui utilisent la magie noire, peut-être que ce sont, des gens dans leur vie antérieure qui ont été des personnes, mais plus que charitables, des bonnes âmes, comme j'aime les appeler, qui ont erré pour le bien et qui ont choisi dans cette vie d'expérimenter le contraire pour avoir une certaine justesse, un certain équilibre, et peut-être que dans leur incarnation prochaine, ils choisiront le juste milieu pour avoir les ressources disponibles au niveau du bien et du mal pour se faire leur propre avis. Donc c'est pour ça que dans cette vie-là, les croyances, les pensées ne doivent pas être rigides, mais vous devez changer votre perspective et votre manière d'être, parce que dans tous les cas, une fois après votre mort, vous ne verrez plus ces personnes de la même manière, ces personnes méchantes, froides, qui vous ont fait du mal. Si vous en gardez des séquelles, des cicatrices, dans votre incarnation prochaine que vous choisirez, vous aurez le même type de scénario, mais vous vous direz, dans tous les cas, ce ne sont plus les mêmes personnes, elles ont changé. Parce que une âme, quand elle décide de s'incarner dans un autre corps, fondamentalement parlant et même physiquement, ce n'est plus la même personne. Vous avez deux personnes différentes, malgré le fait qu'elles partagent la même âme. Donc c'est pour ça que ne jugez pas une âme, jugez peut-être le corps humain, l'enveloppe charnelle, l'esprit, parce que c'est un esprit. Un esprit, il quitte sa partie d'âme après sa fin de vie, mais ne faites pas de jugement erroné, parce que n'oubliez pas, on vit dans une matrice comme un jeu vidéo. J'aime bien utiliser cette métaphore parce que mon petit frère aime beaucoup jouer, aime beaucoup être dans cette anticipation, dans cette action de, voilà, de fulguration, de je vais abattre l'ennemi. Il faut pas les abattre, hein, les ennemis. Il faut juste se mettre à distance d'eux et de se dire c'est leur choix à eux d'être méchants, d'être ignobles, d'avoir des comportements de merde. Tant mieux pour eux, ils le paieront dans cette vie ou dans une autre, mais ce n'est pas notre problème. Et
on essaye d'avoir une vision saine, de la spiritualité, du haut astral, du bas astral, de la magie blanche, de la magie noire, parce que tant qu'on n'est pas attisé par la haine, on va pas avoir ces énergies négatives qui vont entrer en nous et qui vont faire que ça peut nous donner des maladies auto-immunes. Et généralement, ces personnes le font, avec persévérance. Elles sont très intelligentes et très rusées sur la manière, dont vous pouvez être embobiné. Et concernant le fait que ma mère, croit intimement que la spiritualité peut être considérée comme une secte, c'est qu'il y a eu un oncle, qui a donné tout son argent à une association, donc une secte. Je ne sais pas, cette secte faisait partie de quel courant, mais en tout cas, ça avait un lien étroit avec, les missions d'âme, la spiritualité, le fait, que notre âme ira au paradis, avec quelques modifications. Mais n'oubliez jamais, l'âme, elle va pas partir de l'expérience humaine pour se faire son propre avis, mais elle va partir de cette vie-là et de toutes les autres vies que vous avez accomplies. Donc il n'y a pas un jugement humain, mais un jugement bien supérieur à ce que l'on croit, et ce n'est pas quelques concessions qui vont faire que votre âme ira au paradis, si vous croyez au paradis, si vous croyez à l'enfer, ou si juste vous croyez à ce principe de non-dualité, donc de non-bien et non-mal. Parce que en haut, le bien et le mal à proprement parler, comme on le conçoit, n'existe pas. Il s'agit plus de nuances et de leçons apprises ou non apprises. C'est une expérience, c'est un exercice, comme si on était à l'école et qu'on faisait des devoirs. Les devoirs ne sont ni bien ni mal, ils aident à nous apprendre des choses. Et pour moi, c'est le même principe. Excusez-moi d'ailleurs, c'est le bruit du lavabo. Je fais cette vidéo à la cuisine à l'heure actuelle. Ce fameux oncle a décidé de mettre toutes ses économies de côté, donc tout son argent, tous ses désirs de projet, que ça soit acheter une maison, fonder une famille, il les a mis dans ce courant-là, donc dans cette secte. Et mon grand-père a essayé, de lui faire sortir. Alors quand il a eu cette prise de lucidité sur le fait qu'il a été manipulé et contrôlé par, cette instance-là, il s'est dit: «C'est trop tard. J'ai perdu toutes mes économies, tout ce que j'avais, juste parce que quelqu'un a essayé de m'embobiner». Et soyez, très perspicace et très lucide aussi sur la façon dont ces gens, en tout cas ces personnes peuvent, vous aborder, parce qu'ils vont utiliser des failles négatives. Et j'ai oublié de préciser, mais cette personne est très, très intelligente. En tout cas, la notion d'intelligence, je n'aime pas le dire, mais c'est une personne qui a fait des études, donc des masters, doctorats, très cultivée, qui a une approche, très scientifique, très cartésienne. Mais pour autant, il a ces failles, «Je dois être mieux, je dois être le meilleur être humain». Donc il cherche une certaine performance, sauf qu'il ne va pas la trouver dans ces cercles privés, qui vont juste utiliser, son pouvoir économique et non pas son pouvoir humain. Parce que le pouvoir humain, tu ne le dois à personne, tu le dois à toi-même. Tu n'as pas besoin d'une tierce pour, être validé des autres. Non, non, ce n'est pas les personnes qui vont faire ton jugement, c'est toi-même. Ton propre jugement, tu le feras et ça sera ton âme qui en décidera. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre les enjeux qui peuvent subsister autour du bas astral et des énergies sombres. C'est tout pour aujourd'hui.